Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 30 juin, voici les titres de ce journal. La princesse Charlène était présente ce matin à la journée Water Safety. Elle a accompagné de nombreux enfants âgés de 11 à 13 ans. Au programme, découverte et sensibilisation au sauvetage en mer à Monaco. Nous recevrons dans quelques instants le nouveau directeur du Rolex Monte Carlo Masters. David Massé vient d'être nommé aujourd'hui à ce poste. Ses premiers ressentis et ses ambitions pour le tournoi à découvrir sur Monaco Info. Direction ensuite Oran avec Émilie Rousseau pour tout savoir des résultats des Monégasques engagés aux Jeux méditerranéens. Toujours dans le sport, nous vous dévoilons les coulisses du jumping international de Monte Carlo. Enfin, la série consacrée au déplacement princier à Lisbonne continue avec les toutes dernières informations concernant la conférence des Nations Unies sur les océans. Et pour finir ce journal, un petit peu d'évasion avec l'Africa Day organisé par le club des entrepreneurs monégasques en Afrique. L'occasion, vous le verrez, de mettre à l'honneur des sujets clés comme l'environnement ou encore le numérique. Ce matin, plage du Larvoto ont eu lieu les Water Safety Days, une journée de sensibilisation et de prévention à la noyade organisée par la Fondation Princesse Charlène et l'Académie de la mer. Plusieurs ateliers d'initiation au sauvetage et au secourisme dans le milieu aquatique ont été proposés à des élèves de classe de CM2 de la Principauté. Juliette Rappert et Alexandra Marangoni se sont rendues sur place. Apprendre aux enfants à sauver des vies, voilà l'enjeu des Water Safety Days, journée de sensibilisation à la prévention de la noyade qui se décline en 3 activités, le life saving qui apprend à sauver, le learn to swim pour apprendre à nager et le water safety pour apprendre à secourir une personne en difficulté dans l'eau. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'accidents qui arrivent sur n'importe quel type de baignade, que ce soit dans les rivières, dans les piscines, à l'océan, en mer. C'est la période estivale, donc on va avoir beaucoup de gens qui vont se baigner et qui peuvent s'exposer à des risques. Donc c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge à ces risques-là, aux conduites à tenir, savoir quoi faire et comment réagir quand on est en danger. Ils apprennent à savoir quel est le signe de détresse, à quoi sert une bouée tube, les bonnes attitudes, la bonne stature à avoir. Donc c'est important parce que tout simplement ça peut sauver des vies. Exercice de sauvetage, cours de réanimation cardio-pulmonaire pendant plus de 2 heures, des élèves de la Principauté ont appris les gestes qui sauvent en compagnie de plusieurs champions sportifs comme Florence Masnada, 2 fois médaillée olympique en ski alpin, Rémi Duberne, champion du monde de plongée en apnée sans palme. On fait venir des amis champions. Alors chaque année, il y a de nouveaux champions, il y en a qui reviennent. On essaye d'avoir une multitude de personnes que l'on connaît, qui sont très représentatives et surtout à qui on peut s'identifier. Ce sont tous des éducateurs. Pour la plupart des champions qui sont présents cette année, ce sont des ex-champions, ce sont des personnes qui sont sorties du circuit de compétition et qui sont rentrées dans le monde éducatif, le monde pédagogique et didactique. Et ça, c'est très important. Les Water Safety Days sont des journées de sensibilisation au sauvetage aquatique importantes pour lutter contre la noyade. Et pour rappel, la noyade est considérée comme l'une des principales causes de mortalité, avec plus de 320 000 personnes décédées chaque année dans le monde, selon l'OMS. C'est officiel, David Massé est le nouveau directeur du Rolex Monte Carlo Masters. Bonsoir à vous, David. Et bonsoir à vous, Julia. Alors pour commencer, un mot sur votre ressenti. Qu'est-ce que cela vous fait tout simplement de succéder à Zeljko Framulovic ? Je suis ravi. Bien sûr, le tournoi, c'est un grand privilège pour moi en fait. C'est un honneur. Je vais dire que le tournoi est tellement vieux. En fait, le plus ancien tournoi en terre battue. C'est un tournoi que j'ai suivi depuis mon jeunesse. Quand je pense que ça fait 20 ans que je suis à Monaco, un petit peu plus, et j'assistais chaque édition. Et quand aussi je pense que le tournoi a fêté 125 ans cette année, c'est incroyable en fait pour moi. Alors David, 20 ans que vous êtes à Monaco, c'est la première fois que vous êtes sur notre antenne. Est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement de votre parcours ? Oui, alors je suis arrivé fin 2001. Et j'ai travaillé pour l'ATP Tour. C'était en départements différents. Tout début, cette communication, après avec les sponsors, et après avec les relations de tournoi en Europe. Et en 2015, je suis nommé le directeur de Europe pour ATP Tour.
Après, en octobre 2021, j'ai commencé avec le tournoi comme directeur adjoint, à côté de Jakob Vanulovic, où j'ai appris beaucoup. Alors, est-ce que vous avez déjà eu une feuille de route pour la prise de vos fonctions? Est-ce que vous savez quelles vont être vos missions précises au Rolex Monte Carlo Master? La mission, c'est clair pour moi, c'est pour protéger l'héritage du tournoi et en même temps voir si on peut voir les nouveautés. Moi, j'ai voyagé beaucoup pendant mon carrière à l'ATP. J'ai visité plus de 300 tournois. J'ai eu la chance de visiter le plus grand tournoi au monde. Et j'aimerais, si je peux, voir où je peux améliorer le tournoi. Mais c'est difficile parce que déjà, c'est un tournoi incroyable. On a une base de sponsors aussi comme Rolex. Je vais dire on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance déjà. Et c'est vraiment... L'équipe et moi, on va travailler, on va faire une grande étude, on va travailler sur chaque secteur et on va voir où on peut améliorer ou pas. Mais c'est déjà, on essaie de penser à l'accueil de notre spectateur, aussi sur la télévision, le producteur sur la télévision et finalement aussi le joueur. Bien sûr, le joueur compte beaucoup pour nous. Vous parlez, David, de travail d'équipe. Diriger ce tournoi repose, j'imagine, sur un grand travail d'équipe. Quelles vont être les personnes qui vont vous entourer pour le Rolex Masters 2023? Oui, c'est sûr que c'est un travail d'équipe. C'est un énorme travail d'équipe, en fait. Moi, je travailler presque en binôme avec Chris Commode. Il est l'ancien directeur, chairman de l'ATP. Depuis un an et demi, on travaille déjà ensemble. Et c'est avec lui que je vais travailler. Il va être le conseiller exécutif pour le tournoi. Après, bien sûr, on a le comité, mais après, on a à l'année, on a une petite équipe, mais avec beaucoup d'expérience. Je suis avec beaucoup de chance parce que l'équipe, si on pense, il y a 7 ans qui a travaillé 40 ans pour le tournoi. Et avec eux, on reste ensemble et c'est vraiment une chance pour moi. Et quand je pense aussi pendant le tournoi, là, on est presque 800 personnes qui gèrent le tournoi, qui vraiment fait l'accueil de spectateurs et les joueurs. C'est vraiment un grand tournoi. C'est un grand tournoi, vous l'avez dit, connu et reconnu. Est-ce que vous avez peut-être un petit peu de pression? De pression, oui, dans un sens que c'est toujours un tournoi que, bien sûr, nous sommes compris dans le 9 Masters 1000, c'est le tournoi le plus haut sur le ATP Tour. Et la pression, c'est de rester dans ce niveau. Parce que c'est quand même une catégorie nous avons Indian Wells, Miami, Madrid et Rome. Et il y a 9 tournois en tout. Et la pression, c'est vraiment de rester à cette hauteur. Et nous, on peut. Et c'est vraiment une question qu'on applique notre maximum pour faire le meilleur tournoi possible. Alors David, je vous écoute depuis tout à l'heure, on l'a compris, vous vous êtes déjà mis au travail avec votre équipe. Le tournoi 2023 arrive à grands pas. Est-ce que vous êtes déjà en pleine préparation? On sait que le temps passe vite. Oui, bien sûr, on travaille déjà sur 2023, même 2024, parce que certaines choses prennent du temps à changer. Oui, c'est un travail à l'année pour le tournoi. Et c'est sûr que l'équipe respective pendant les premiers mois et après on agrandit. Un dernier mot pour conclure, David. Le Monte Carlo Country Club, c'est vraiment un écrin de prestige pour ce Rolex Monte Carlo Masters. Oui, c'est connu au monde entier. C'est vraiment le plus bel endroit au monde pour un tournoi de tennis. Quand on pense qu'on a la mer qui est vraiment devant nous, c'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup à vous, David. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne continuation dans la prise de vos fonctions comme directeur, je le rappelle, du Rolex Monte Carlo Masters. Merci beaucoup. À ce sujet, notre journaliste Juliette Rappert est allée interroger la présidente de la Fédération monégasque de tennis et du Monte Carlo Country Club. Il s'agit de Mélanie Antoinette de Massy. Alors, que pense-t-elle de la nomination de David Massé comme nouveau directeur du Rolex Monte Carlo Masters? Nous l'écoutons. Et je considère que nous avons beaucoup de chance. Il a une expérience avec les 20 ans qu'il a passé à l'ATP dans diverses fonctions. Il a été dans quasiment tous les tournois au monde. Et il connaît évidemment le tennis, tous les joueurs, tous les acteurs du tennis, dans quelque sorte que ce soit. Il les connaît, donc ça c'est inestimable comme expérience. Et sachant qu'en plus, il va être en étroite collaboration avec Chris Kermode. Donc je
pense que vraiment avoir une équipe, un binôme comme celui-ci, c'est remarquable. C'est la dream team du tennis et vraiment je suis heureuse et sereine pour l'avenir et je ne pouvais pas rêver mieux. Nous restons dans le domaine sportif, mais nous quittons Monaco direction Oran, où se déroulent actuellement les Jeux méditerranéens. Depuis le début de la compétition, nous vous tenons régulièrement informés des résultats des Monégasques. Rejoignons justement Émilie Rousseau sur place. Bonsoir à vous Émilie. Vous teniez ce soir à nous parler, je crois, de 2 athlètes en particulier. Oui, 2 athlètes qui ont brillé lors des derniers Jeux méditerranéens à Tarragone. Il s'agit du joueur de tennis Luca Catarina et de Xiao Xingyang, la pongiste. Ils avaient décroché l'argent il y a 4 ans dans leurs disciplines respectives. C'est pour cela qu'ils ont été désignés porte-drapeau de la délégation monégasque cette année. Tel un message de motivation envoyé aux autres athlètes rouges et blancs qui participent aux Jeux ici à Oran. On fait le point sur leur participation. Il a connu les Jeux méditerranéens au début de sa jeune carrière. Il avait alors seulement 16 ans. Âgé aujourd'hui de 25 ans, Luca Catarina possède une solide expérience dans ce genre de compétition. Médaillé d'argent à Tarragone, le Monégasque était venu à Oran dans l'espoir de confirmer. Après avoir dominé le chypriote Efstathiou en 2-7, 6-3, 7-5, il était opposé en quart de finale à l'Espagnol Carlos Montagude, un spécialiste de la terre battue. Le début de match est compliqué pour Luca Catarina. Il perd le premier set avant de se ressaisir dans le deuxième. Le 3e set est un véritable bras de fer, mais la chaleur étouffante oranaise va diminuer le Monégasque. Il s'incline malheureusement aux portes de la demi-finale, 3-6, 6-2, 3-6. Les Jeux sont une compétition très importante pour Lucas, c'est une priorité dans sa saison. Jouer pour son pays, ça a toujours été quelque chose de très important. Et voilà, les Jeux méditerranéens sont souvent organisés sur terre battue, dans des endroits où il fait chaud. Et Lucas a des petits soucis de santé qui ne lui permettent pas de s'exprimer comme il le voudrait dans ces conditions-là. Donc il vient quand même avec beaucoup de cœur et de courage. Du cœur et du courage, c'est également la philosophie de Xiao Xingyang. La pongiste est connue pour sa sérénité avant d'aborder les rencontres, sa concentration mais aussi sa détermination. À force de travail et de persévérance, elle a retrouvé son plus haut niveau. Elle est actuellement 12e joueuse mondiale. À Oran, la Monégasque vise le podium sans en afficher la couleur pour ne pas se mettre la pression. En fait, pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, toutes les compétitions, c'est important. Mais cette fois-ci, je pourrais gagner. Donc, dans ma tête, c'est une compétition quand même importante. Et même très importante. J'aimerais bien encore combler des médailles dans ma carrière. Donc, voilà. Et Xiao Xingyang s'est aisément qualifié pour les quarts de finale sans jamais avoir été inquiété. La force tranquille de la délégation monégasque. Et pour être vraiment complet sur les résultats, le cycliste Antoine Berlin a dû malheureusement abandonner dans le contre-la-montre ce matin. Un problème mécanique serait en cause. Il reste cependant engagé dans la course en ligne qui aura lieu ce samedi. Le jumping international de Monaco vient d'ouvrir ses portes sur le port Hercule. De nombreux cavaliers venus du monde entier sont présents pour cet événement hors du commun. Il se déroule sur 3 jours et la principauté y est représentée. Christine Datomel et Alexandra Marangoni se sont glissées dans les coulisses de cet événement. 3 jours de compétition intense entre suspense, sport de haut niveau et émotion. Le jumping international de Monte-Carlo symbolise l'excellence et présente des épreuves exceptionnelles. Les plus grands cavaliers du monde entier sont présents pour cet événement pour hisser au plus haut les couleurs de leur nation. Et le drapeau monégasque était bien représenté dès le début des épreuves. On est chez nous avec notre coach et toute l'équipe dans les box et que la piste elle est belle et qu'on est avec plein de personnes qui sont importantes. C'est quelque chose de très impressionnant parce que la piste est très petite et on n'a pas l'habitude de voir ce genre de piste. Mais c'est quelque chose de vraiment incroyable parce que ça mélange la vie à la ville qu'on vit tous les jours et la vie avec le cheval, ce qui est particulier. La première année c'était en 2018 avec ma jument, j'avais fait les premières épreuves du national et oui c'est toujours aussi excitant de rentrer sur le port avec son cheval. Pour parcourir, pour faire la piste. Il y a plein d'exercices que notre coach elle nous met en place pour qu'on évolue, des parcours de saut, des concours. Comment on les prépare ? Là j'ai fait une semaine intense avec les petits justement pour les préparer.
parce que c'est un concours qu'ils n'ont absolument pas l'habitude de faire, ni eux ni les chevaux. J'ai sorti tout ce que j'avais de plus difficile à la maison pour pouvoir les entraîner à ça. On a la chance de pouvoir faire ce concours qui est un concours quand même très, très pro, très prisé et c'est différent de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Ce qui me plaît, c'est le fait que c'est une très bonne expérience parce que de un, c'est rarement qu'on peut faire les étapes du Longines. Et en plus, le fait que la carrière est difficile à monter et puis l'environnement, c'est pas facile pour les chevaux, donc c'est toujours une très bonne expérience. Nous retrouverons courant juillet Eline Tomel et Valentine Platini au championnat de France et Eva Rey au championnat d'Europe. Mais en attendant, le jumping international de Monaco se poursuit avec différentes épreuves les journées de vendredi et samedi. Demain soir, la piste recevra la Pro-Am Cup, une course de relais caritative qui fait toujours sensation auprès du public. Et bien sûr, le Longines Global Champion Tour clôturera cet événement avec les étoiles du sport équestre samedi soir et la Coupe du Prince qui sera remise au grand vainqueur de cette édition 2022. L'AS Monaco disputait sa deuxième rencontre de préparation ce mercredi face aux Suisses du FC Saint-Gall. Les Rouges et Blancs, avec de nombreux joueurs issus de l'académie, ont fait match nul 1-1. Pour cette rencontre, Philippe Clément a décidé une nouvelle fois d'aligner deux équipes différentes lors de chaque période. L'occasion de tester l'intégralité de son effectif et de voir les forces en présence pour la saison prochaine. Les Monégasques vont à présent s'envoler ce lundi 4 juillet pour le sud du Portugal jusqu'à samedi pour le traditionnel stage de préparation afin de poursuivre leur montée en puissance jusqu'à la reprise des matchs officiels. Et parce que l'union fait la force, l'ASM Rugby a signé hier à 19h dans ses locaux boulevard de Belgique une nouvelle convention les unissant avec le Monaco Rugby 7. Le but est de développer la pratique du rugby en principauté, un projet 15-7 qui est essentiel pour Monaco et complémentaire pour les deux identités. À présent, toute autre chose avec la suite de notre série de reportages consacrés au déplacement princier à Lisbonne. À l'occasion de la conférence des Nations Unies sur les océans, focus cette fois-ci sur les régions polaires. Vanessa Dessy nous en dit plus sur des images de Lionel Bernardi. Scientifiques et défenseurs de la cause polaire se sont réunis afin d'attirer l'attention sur le rôle des océans austral et arctique en tant que vecteurs du changement climatique global. Les changements environnementaux dans l'Arctique et l'Antarctique s'accélèrent, affectent les espèces et les écosystèmes locaux. Ces derniers ont un impact sur le climat et l'écologie, bien au-delà des régions polaires. L'événement Les Océans polaires, force motrice de l'océan mondial, organisé dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur les océans, aura permis de partager différentes conclusions scientifiques. C'est une initiative conjointe entre la Fondation Prince Albert de Monaco, l'Institut océanographique, mais aussi les partenaires de l'Antarctique et de l'Arctique que sont SCAR et IASC, les deux organisations purement et exclusivement scientifiques qui régulent ces deux régions. C'est le seul événement quand même de cette semaine de conférence à Lisbonne qui est consacré aux régions polaires. Et on pensait qu'il était vraiment primordial de ramener les pôles au cœur des débats lorsque l'on parle de l'océan mondial. Pourquoi ? Eh bien, la relation climat-océan est totalement dépendante de ce qui se passe dans les pôles. Les pôles sont également des laboratoires incroyables en accéléré de ce qui se passe sur le reste de la planète. Ce qui se passe sur nos régions côtières, nos forêts, même nos déserts sont totalement affectés. Les pôles sont le cœur, le réacteur, le moteur de cette relation climatique. Échangeant leurs points de vue, les participants du symposium appellent à de nouveaux efforts afin de renforcer les actions en faveur de la protection des régions polaires et d'un monde durable. Soprattutto l'Oceano del Sud, in realtà è un oceano che attiva tutti gli altri oceani del mondo. La circolazione degli oceani dipende dall'Oceano del Sud e pertanto è veramente molto importante. La sua capacità di assorbire l'anidride carbonica è un dato che dobbiamo assolutamente preservare ed evitare che ci sia troppa acidificazione di quell'oceano e che possa essere ridotta questa capacità. L'objectif de cette conférence est surtout tourné vers une sensibilisation des leaders politiques, mais le grand public doit également prendre conscience de ces enjeux. L'exposition Mission polaire au musée océanographique permet justement de faire voyager les visiteurs pour une meilleure compréhension de ces défis.
Nous invitons nos visiteurs à devenir des reporters de presse, à faire votre métier. Et quand ils arrivent, au lieu de recevoir un ticket d'entrée, ils reçoivent une carte de presse temporaire. Et ils peuvent, grâce à cette carte de presse, en fait, poser des questions à des scientifiques, à des chefs d'entreprise. Et à la suite, nous leur demandons leur propre témoignage et puis aussi leur engagement. Les questions polaires sont désormais intégrées aux conférences internationales axées sur les océans et le climat afin de rendre visibles les régions polaires et leur évolution. Le Yacht Club accueillait hier l'Africa Day. Il était organisé par le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique avec le Monaco Economic Board. Plusieurs thèmes furent à l'honneur comme l'environnement ou encore le numérique. Sur place, Sandrine Nègre, Alexandra Marangoni et Louis Borgia. État des lieux de l'Afrique aujourd'hui, montrer que ce continent peut être un véritable poumon du monde, encourager les liens entre la principauté et plusieurs États africains. Cet Africa Day a permis pendant quasiment 10 heures de mettre en avant tous les atouts du continent africain. Quelque part, c'est une consécration pour le CEMA. On a démarré à 8 ans en tant que club d'entrepreneurs, 5 membres fondateurs. On est passé à 20, on organisait les manifestations en club. Les missions économiques à l'étranger également, toujours en invitant le MEP bien évidemment, qui est un de nos parrains avec la FEDEM. Et puis depuis 2020, après la Covid, on a démarré avec Guillaume Rose, qui était également demandeur. On a passé collection CEMA au sein du MEP, un peu le bras armé pour l'Afrique du Monaco Economic Board. Et tout naturellement, on arrive à ce premier Africa Day. En présence notamment de Jean Castellini, les intervenants se sont succédés pour évoquer des thèmes très variés, liés aux finances bien sûr, à l'attractivité, au numérique et à l'environnement. En matière de nature, 60% des terres arables non exploitées sont en Afrique, donc quand on parle de problèmes d'agriculture, c'est sûr que c'est une solution. Il y a une des plus grandes forêts, tout le bassin du Congo. On avait M. Moucheté aujourd'hui, qui est le patron pour la partie RDC en tout cas. C'est vrai que c'est un poumon du monde, donc il faut le protéger. Et ça, c'est un enjeu pour l'ensemble de la planète, d'aider à conserver ces forêts, à reforester quand c'est possible. Ce jour dédié à l'Afrique était donc, vous l'aurez compris, proposé par le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique et le Monaco Economic Board notamment. Il s'est achevé par une remise de dons à la Fondation Princesse Charlène. Et concernant le Monaco Economic Board, le chef économiste d'Alliance Ludovic Subran revient en principauté le mercredi 6 juillet à 17h30 au Novotel. Il animera une conférence sur le thème « La guerre du capital aura-t-elle lieu ?» Avant de refermer cette édition, nous retrouvons Alexandra Pani pour un point sur la météo de ce premier jour du mois de juillet. Bonsoir à vous Alexandra. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Oui, on débute le mois de juillet avec un ciel encore un peu couvert pour un temps d'été, mais des températures bien de saison. Il fera 27 degrés au plus chaud de la journée. Du côté des plages, les baigneurs pourront profiter d'une eau à 24 degrés. Et en ce 1er juillet, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Thierry. Merci Alexandra et très bonne fête à tous les Thierry. Pour clore cette édition, découvrez les photos de Stéphane Danard. Elles sont consacrées aux travaux d'aménagement de la digue Régnier 3. En effet, le port Hercule s'équipe pour accueillir dans les meilleures conditions les yachts et méga-yachts. Il pourra ainsi voir accoster des bateaux allant jusqu'à 150 mètres. Alexandra Pani vous en dira d'ailleurs plus demain dans ce journal. Je vous donne donc rendez-vous à 19h pour un nouveau point complet sur toute l'actualité monégasque. En attendant, très belle soirée à vous sur Monaco Info.